La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Aujourd'hui, on est très heureuse de recevoir une femme qu'on aime beaucoup et qui aurait pu, elle aussi, inspirer le nom de notre podcast, tant son film « Comme tu es belle » est devenu une référence de la pop culture séfarade française. Lisa Azuelos a réalisé et produit plein d'autres films sur plein d'autres thèmes, mais dans cet épisode de La vérité si je m'en plus, on va surtout s'intéresser à son héritage juif marocain, transmis par son père qui lui a légué ce beau nom de Azuelos. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour. Alors, Comme tu es belle vous a installé dans le cinéma français dès 2006 avec cette histoire d'amitié entre 4 femmes séfarades qui a marqué plusieurs générations. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les Sef qui ont lancé votre carrière ? J'en avais fait un avant. On va dire que c'est les femmes qui ont lancé ma carrière plus. Parce que j'en avais fait un avant avec mon ex-mari qui s'appelait Ainsi soit-elle. Donc, mais ça, c'était ma signature toute seule. Et c'était justement en réponse au film La vérité si je mens. Parce qu'à un moment, j'avais rencontré les producteurs de La vérité si je mens, et puis ils m'avaient dit, est-ce que ça t'intéresserait et tout. Et puis après, de le réaliser, le 2, je crois, c'était, ou enfin, de réfléchir à une suite, ou le 3, je sais plus où on en était. Et puis je leur ai dit, ouais, mais moi, si je le fais, ce qui m'intéresse, c'est les femmes, puisque c'est ça qui est intéressant. Et ils m'ont fait une gueule pas possible. Ah bon ? Genre, non, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Enfin bon, bref. Et c'est ça, en fait, qui m'a un peu... J'étais un peu énervée, quoi, qu'on me dise que les femmes, c'était pas intéressant dans cette culture. Et je me suis dit, voilà, je vais me lancer. Pourquoi vous avez fait ce film, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez montrer de ces femmes séfarades ? En fait, moi, j'ai pas eu vraiment une enfance... la phrase pourrait presque s'arrêter là. De 0 à 8 ans, j'ai été placée dans des pensions pour enfants, très petits, donc. Et en fait, j'avais pas de chambre, j'avais pas de maison. Donc, c'est difficile de savoir qui on est quand de 0 à 8 ans, on n'a pas de maison, en fait, et qu'on n'a pas de chambre d'enfant, qu'on n'a pas... Bon. Et la seule chose qui était vraiment une référence pour moi, c'est-à-dire quand je sortais, les seuls petits glimpses comme ça que j'ai de mon enfance, c'est ma grand-mère, séfarade, parce que visiblement, j'étais placée chez elle quand j'étais censée être avec mes parents. Et du coup, en fait, la vraie continuité de ma vie, c'est ma grand-mère, séfarade, qui... ma mère disait tout le temps qu'elle avait toujours les mains dans les boulettes, ce qui n'est pas complètement faux. Et je pense que j'avais vraiment besoin et envie de rendre hommage à ces gens qui ont été les premiers à me nourrir dans tous les sens du terme, affectivement, physiquement, etc. Et est-ce qu'on peut vous demander, donc, quelle est cette histoire d'Afrique du Nord qui vous vient donc de votre père ? C'est quoi l'histoire de votre famille marocaine ? C'est comme souvent, je crois, enfin, j'ai jamais entendu des histoires très fun ouais. je sais pas si vous en avez eu, vous, mais moi, c'est toujours des histoires assez affreuses. Donc, je remonte, en fait, moi, je m'appelle Betsabé, en nom hébreu. Et ma grand-mère, donc Betsabé, qui était la mère du grand-père de mon père, était, la légende dit qu'elle était à Fès, puisque à la base, il venait de Fès. Et la légende dit qu'il y a eu en fait des viols de juifs dans les années 1905, un truc comme ça. Bon. Et du coup, comme elle a été violée, elle a été répudiée, puisque c'est comme ça dans la culture juive séfarade. On t'en rajoute une couche. Et du coup, elle a été accueillie par une femme, sa tante ou je sais pas quoi, qui était à Tlemcen en Algérie. Et du coup, ses enfants venaient la voir. Et donc, son fils, qui s'appelait Abraham, est venu la voir à Tlemcen, puisqu'il n'avait plus le droit d'être avec sa maman. Et c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère, Ramona, qui, à la base, était née algérienne. Et donc, française, en fait, puisque les juifs séfarades d'Algérie, à cette époque-là, étaient aussi considérés comme français. Ce qui a permis à mon père de ne pas faire son service militaire. Et on était très fiers. Et donc, c'est comme ça, en fait, que les grands-parents se sont rencontrés, donc Abraham et Ramona à Tlemcen. Après, ils repartent au Maroc. Et puis, alors elle, Ramona, elle était là-bas, elle était placée également
parce que son père avait tué sa mère de jalousie avec des coups de couteau devant elle dans la cuisine. Donc ils ont séparé et placé tous les enfants chez plein de gens. Et elle s'est retrouvée dans cette famille, c'est Bethsabée qui l'a recueillie, un peu comme sa fille. Ah oui. Voilà. Donc c'est des histoires pas hyper drôles, un peu lourdes, que j'essaye d'enlever de ma mémoire cellulaire, en tout cas, avec moult travaux de kinésiologie et autres. Mais en même temps, c'est l'histoire des femmes séfarades, elle est jamais drôle. C'est-à-dire qu'entre les mariages forcés, puisque Bethsabée a eu un mariage forcé aussi, c'est pour ça que j'ai fait mon premier court-métrage sur le thème des mariages forcés. C'est quelque chose qui me touche énormément. La jalousie, tuer les parents, tous ces trucs-là. Je viens d'un truc un peu comme ça, et en fait, mon enfance qui est pas marrante est quand même un peu mieux peut-être que l'enfance de mes grands-mères ou de mes arrière-grand-mères. Et voilà. Et après, vous voulez la suite ? On va en parler. Mais en tout cas, on est au cœur de notre sujet, justement, quand on vous présentait le podcast, c'est de déconstruire un peu cette idée que les séfarades ont toujours une vie hyper joyeuse et font la fête et mangent du couscous. Au bout de 2 minutes, on est déjà dans le dur avec des histoires de viol, de femmes. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut mettre en avant, c'est que la culture séfarade est beaucoup moins cliché que ce qu'on pourrait penser. Et du coup, votre père vivait au Maroc ou vivait Oui, en France ? mon père est né à Fès en 1935. Il est né le 15 avril, mais il a été déclaré que le 25 avril, parce que malheureusement, il y a eu une crise de méningite à ce moment-là, et il y a ses 2 sœurs, en fait, sont mortes de méningite. Et juste au moment de sa naissance, il y a eu la mort de sa sœur, et du coup, paraît-il que son père était tellement mort de chagrin qu'il a oublié d'aller le déclarer. Il l'a déclaré 10 jours après. Et je pense que ça a beaucoup joué dans l'histoire de mon père, cette espèce de fausse identité. En fait, c'est drôle, mais on dit dans la culture juive que ce qui compte, c'est l'écrit. C'est-à-dire que si c'est écrit que ton nom, c'est ça, c'est même s'il manque une lettre, en fait, c'est cette vibration du nom qui va compter pour toi, quoi. Je me suis toujours demandé s'il avait été déclaré normalement, s'il aurait eu la même vie, en fait. Parce que je pense qu'il y a toujours eu un côté un peu rebelle. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a détesté la colonisation, les Français, mais c'est ces enculés. Bon, il était vraiment très, très, très vénère. Après, j'ai essayé, à la fin de sa vie, j'ai essayé de lui faire expliquer aussi. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Il était vraiment très, très, très. Il avait un côté vraiment très misogyne, séfarade et tout ça. Et à la fin de sa vie, il avait très peu de force. Et il a quand même trouvé la force de me dire un jour, il parlait 2 heures par jour. Il me regarde comme ça. Il savait que j'avais fait beaucoup de trucs pour les femmes et tout. Et il me regarde, il me dit vraiment, ce malheureux Weinstein, tu te rends compte ? Et je lui dis, mais t'as que ça à me dire, quoi. T'as très peu de force. Et c'est tout ce que... Vraiment pour me faire chier, quoi. Et puis, j'essaye de lui expliquer que de coucher avec une femme sans son consentement, ça revient à ce qu'il a vécu, lui, en tant que Marocain, se faire coloniser, quoi. Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout à coup, t'as ton territoire qui se fait envahir contre ta volonté. Et il a un peu percuté, mais pas tant que ça. Et puis, à la fin, j'étais à bout d'arguments intelligents, quoi. Parce que, tu vois, quand même ça passe pas. Je lui dis, mais tu sais, on n'est pas là pour vous, les femmes. Enfin, les femmes sont pas là pour vous. Et là, il m'a regardé comme un enfant, hyper surpris, et il m'a dit, mais si. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que c'était même pas méchant, quoi. C'était vraiment profondément. Il y a quand même ça aussi dans cette culture, savoir que les femmes sont là pour les hommes, c'est-à-dire que pendant des milliers d'années, ils n'ont pas vu qu'il y avait aussi une existence propre. Ils le voient peut-être même toujours pas. Non, je pense que ça a quand même bougé les lignes, mais c'est vrai que du coup, c'est pas tellement de leur faute à eux, c'est aussi nous, on a intégré le fait que on n'a pas d'existence propre si on n'a pas un regard d'homme sur nous, et ce qui est pas forcément faux non plus, tu vois. Et je parle, tu vois, comme une femme qui a vécu beaucoup de temps dans ma vie seule. Et eux, en fait, ils ont malgré tout l'intelligence de savoir que sans le regard d'une femme, ils n'existent pas. Et ça, je trouve qu'on aurait dû l'intégrer un peu plus, nous. Ça nous aurait donné un peu plus de pouvoir. Ouais. On y travaille toutes, je pense, à notre façon, autour de cette table.
Est-ce que pour vous, du coup, vous appelez Azuelos, qui est quand même un nom très juif marocain, est-ce que cette identité séfarade a toujours été une évidence ou pas? Comment ça s'est construit ce rapport à cet héritage? En fait, après mes années pension 0-8 ans, où là, carrément, je savais même pas qui étaient mes parents, quasiment. Enfin, je savais que ma mère était connue, chanteuse. Mon père, il ressemblait beaucoup à Arsène Lupin, Georges Descrières. Donc pour moi, c'était un espèce de voyou de grand chemin que je voyais de temps en temps, un peu un héros qui disparaissait tout le temps. Donc de 0 à 8 ans, je sais pas trop qui je suis. Et puis à 8 ans, je vais vivre chez ma mère qui est hyper catho. On précise que votre mère, c'est Marie Laforêt, pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas. Ok. Et du coup, pendant de 8 à 12 ans, en fait, je vais à la messe. Moi, j'ai été baptisée. Une de mes pensions, en fait, c'était dans un presbytère, donc j'allais épouster l'église toutes les semaines. Et je me suis toujours sentie très, très proche des églises, un peu comme dans le film de Gad. J'ai une passion pour la Vierge Marie, pour Jésus, enfin bon. Mais j'ai toujours un peu intégré leur judéité, puisqu'en fait, ces gens-là étaient juifs, quoi, quand même. Et donc, jusqu'à 12 ans, pour moi, la culture séfarade, c'est... Je sais même pas que ça fait partie de moi. De temps en temps, voilà, je vous dis, j'ai ma grand-mère, je vais chez elle, et je trouve que c'est le seul endroit où je mange bien, où on est gentil avec moi, où on me donne à manger, on me serre les joues, on me dit que je suis belle, etc. Donc, j'aime aller là-bas, mais c'est des étrangers pour moi. Je me sens pas... puis je sens qu'on me fait quand même sentir que je suis pas juive. Les fêtes juives, parfois, j'ai fait des pessards qui durent des heures, je m'endors à table. Mon père, une fois, m'a mis une claque, il m'a dit « Réveille-toi !» Enfin, bon, bref, c'était pas agréable pour moi. Enfin, une fois, ils ont voulu me coller dans un espèce de scout aux Zéides, je crois, ou les scouts juifs. Et là, mon petit frère, j'étais avec mon petit frère, il est allé faire pipi, ils ont vu qu'il n'était pas circoncis. On a été un peu montré du doigt, genre « Ah, ils sont pas juifs et tout ». Je ressentais vraiment un truc comme quoi je faisais pas partie du tout de ça, quoi. Et du coup, je trouvais ça un peu violent. Pour moi, j'étais petite et quand mon père m'appelait, il me disait « T'as fait Kippour ?» Je disais « Ben non, on n'est pas... Tu vois, c'est la rentrée, papa, on peut pas rater. » Il me dit « C'est tous les juifs. » Je lui dis « Ouais, mais bon, moi, j'étais petite, quoi. » Enfin, pour moi, c'était tout le temps imposé de manière assez violente, tout ça. Et puis, à l'âge de 12 ans, ma mère est repartie vivre en Suisse et elle m'a collée chez mon père qui m'a emmenée au Maroc à la bar mitzvah d'un fils de ses meilleurs amis, qui est resté un de mes meilleurs amis. Et là, j'ai découvert la partie que tout le monde connaît, la partie look the ring, quoi. Voilà, là, j'ai vu ce que c'était les juifs gays, couscous, buffet, bar mitzvah, la chaleur du Maroc. En plus, évidemment, je suis tombée amoureuse de tous les garçons, donc je me suis dit, c'est là que j'habite, quoi. Et pour moi, l'évidence, ça s'est fait au Maroc, dans cette bar mitzvah, où j'ai dit, mais ça, c'est mon monde, ça, c'est joyeux, ça, c'est ce que je veux dans ma vie, quoi. Et ça a tout changé? Ça a tout changé, puisque je suis partie vivre chez mon père. J'ai basé ma mère, en gros, quoi. Je l'ai appelée, je me rappellerai toujours de l'hôtel El Mansour à Casablanca. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, t'es sûr que c'est OK que je vienne vivre avec toi? Il m'a dit, ouais, c'est OK. Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, ça sert à rien de me préparer une chambre, je reste chez mon père. Et puis il y a eu un blanc, elle a raccroché et puis elle m'a pas parlé pendant 3 ans après. Ah ouais, quand même. Donc ça m'a coûté cher, ce choix. Bon, c'est pas qu'elle s'occupait énormément de moi non plus, mais ça m'a coûté cher parce que tout à coup, je me suis vraiment coupée de la partie que je connaissais. En fait, je rentrais, j'ai lâché le connu pour l'inconnu. Et mon père n'était pas non plus un mec, voilà, c'est le vrai CEF, hyper coureur de jupons, il était en boîte toutes les nuits. Enfin, c'était Patrick, quoi. Tu vois, et en plus classe, quand même. Il était très, très classe, quand même. Et du coup, ça a été comme c'est un vrai choc culturel. Et en même temps, j'étais comme un poisson dans l'eau. C'était très étrange. Comme si une partie de mes cellules, de ce qui vibrait en moi, était enfin apaisée d'avoir récupéré la partie qui lui manquait. Que vous avez plus lâché après? Que j'ai plus lâché, avec évidemment le rapport amour-haine qui s'impose avec cette tradition quand on est une femme, avec cette religion aussi, avec tout ça. Enfin, je veux dire, c'est lourd, hein. C'est très lourd, et en même temps, c'est très joyeux et c'est magnifique. Donc, Et quel rapport vous avez avec la religion juive alors moi, donc, à partir de 12 ans, je fais tous les Shabbats, tous les samedis. Mon père n'était pas chômeur Shabbat, mais
il essayait de pas fumer, ou alors il essayait de pas foutre grand-chose le samedi, mais il n'arrivait pas à arrêter de fumer. J'arrive pas à me rappeler, en fait. On faisait évidemment toutes les fêtes juives, les grandes tablées, les machins, enfin bon, bref, de 12 ans à, grosso modo, à l'âge de 50 et quelques, j'ai fait toutes les fêtes juives, voilà, les Rosh Hashanah, les Kippour, les Pessah, etc. La seule qui faisait pas, et c'est la seule qui est vraiment sympathique, c'est Sukkot. Il n'a jamais fait Sukkot, il n'a jamais fait de petite cabane. Je crois que le côté construction bricorama, ça ne devait pas trop lui plaire. C'était vraiment un fudge de la nuit, quoi. Et le côté cabane, on va construire une cabane tous ensemble. Il y avait un côté Mikado qui ne devait pas trop lui plaire, quoi. Donc j'ai toujours fait un peu toutes les fêtes religieuses, enfin pas un peu, même à fond, sans trop y croire, puisque moi j'ai quand même été élevée Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde et compagnie, quoi. J'allais beaucoup à la messe. Donc en même temps, je savais qu'il y avait autre chose qui existe. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas la seule option du monde, mais c'est une option. Et puis surtout, la Bible fait partie de la culture. Moi, quand j'allais au catéchisme, on étudiait la Bible. Donc je me suis mise à intégrer les deux religions comme une seule à l'intérieur de moi. Et donc jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, j'ai pratiqué la religion juive. Souvent, j'allais à Kippour. J'ai rarement jeûné parce que ça m'a toujours fait chier, en fait. Mais par contre, j'aimais bien faire le tour des synagogues, voir les gens, etc. Je trouvais ça hyper gai. J'aimais bien aller sous le châle au moment du chauffard. C'est un moment qui m'émeut encore. Rien que d'en parler, ça pourrait presque me faire pleurer. Je trouve que c'est un moment qui est très, très, très beau. J'adore le chauffard, en fait. Comme dirait Gad, chauffard, so good. Hein. Et il y a vraiment... plein de choses qui m'ont nourrie, qui m'ont portée, que je connais par cœur. Donc je me sens hyper juive, sauf peut-être quand je suis avec les juifs. Parce que souvent, ils m'énervent. C'est tellement juif en même temps. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où je peux me permettre de ne pas pouvoir les saquer. Et dès que je suis en dehors, je suis hyper juive. Et j'aime me considérer comme juive, et j'aime me considérer comme catholique, et j'aime me considérer... En fait, ce que je dis, c'est que moi, j'aime Jésus. Voilà. Et Jésus, il était profondément juif. Et sa mère aussi, d'ailleurs. Et j'aime pas ce qu'il y a avant, j'aime pas ce qu'il y a après. Mais en fait, Jésus, c'est à la fois catho et juif. Et je me dis, il est comme moi. En gros, c'est mon mec. Dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est lui le héros en tongs, hyper beau gosse, avec les cheveux longs. Voilà, comme on le voit, un peu barbu, hipster. En fait, tous les hipsters ressemblent à Jésus aujourd'hui. Donc vous allez faire la suite du film de Gad, en fait. Mais un peu, c'est parce que mon prochain film va reparler des Juifs, justement. J'y retourne. Très bien, alors on s'en doutait peut-être un peu, on a des questions là-dessus. Avant qu'on écoute un morceau que vous avez sélectionné, j'aimerais juste qu'on dise un mot du Maroc, parce que vous en avez parlé, en plus c'est un endroit où je ne savais pas, vous avez eu une révélation. Est-ce que vous y êtes retourné souvent ? Quel lien vous avez avec ce pays ? En fait, mon père a toujours été résident marocain. Donc, en tout cas 15 dernières années de sa vie, il habitait là-bas quasiment tout le temps. Donc, moi, j'ai une passion pour ce pays, sauf quand je devais aller dans la maison de mon père. Dès que je quittais la maison de mon père, je trouvais le Maroc. C'est vrai que quand je suis au Maroc, je sais que j'appartiens au Maroc. Et quelque part, le Maroc m'appartient au fond de moi. Après, dès que je suis confrontée à « il faut aller en famille, nanana », ça m'énerve. Mais j'ai beaucoup visité le Maroc. La seule chose que je garde peut-être pour... cette année ou l'année prochaine, je sais pas, c'est le désert. Je fais le désert de Ouarzazate, le désert en pierre, mais j'ai pas fait le désert de sable. Je suis jamais allée jusqu'à là-bas. Mais j'ai une passion pour le Maroc et j'aime pas quand les touristes, ils aiment le Maroc, ça m'énerve. Donc je pense que ça fait de moi une vraie Marocaine, en fait. Parce que, on adore le Maroc, on est allé à Marrakech, ça m'énerve. Parce que j'ai envie de leur dire, mais... moi, mon Maroc, il vibre en moi et il vibrera jamais en toi. Alors, viens pas foutre ta merde là-bas, quoi. Ça veut dire que vous vous sentez vraiment connecté à ce pays, vous vous sentez marocaine. Ouais. En fait, quand mon père est mort là-bas, en fait. D'accord. Donc, j'ai pas remis les pieds à Marrakech. Je suis retournée à Casablanca, mais je n'ai pas remis les pieds à Marrakech où il est mort. Pour l'instant, je peux pas y retourner. Je sens que c'est trop fragile encore pour moi. Mais le truc qui m'a paru incroyable,
c'est que du coup, on l'a enterré en France. Et au moment où lui, il est parti avec la Royal Air Maroc, je crois, comment on dit, le cercueil. Et nous, on était dans un autre vol. Et du coup, je savais qu'en même temps que je passais la douane au Maroc, qui est toujours un peu hardcore, faut se tenir un peu à carreau, le douanier devant, il a checké le sac de nana qui était devant moi, mais à fond la caisse, quoi. Vraiment, il leur a sorti les rouges à lèvres, les trucs, les machins. Et moi, je venais de perdre mon père, j'étais pas vraiment en état, et enfin, j'étais pas hyper forte, quoi. Mais bon, je me disais, oh là là, il va encore me checker et tout, j'ai pas la force, quoi. Et puis, je me mets devant lui, il me regarde, il me fait, c'est bon, vous pouvez y aller. Et là, je fonds en larmes, parce que, en fait, ça m'a fait tellement de bien qu'un Marocain me dise presque tu peux y aller. Enfin, il a senti que vraiment je faisais partie. Et j'ai senti aussi que je partais du Maroc et que je partais de mon père, en fait. Et je me suis effondrée en larmes. Il a dit, mais je vous ai dit, vous pouvez y aller, pourquoi vous pleurez? J'ai dit, parce que mon papa, il est mort. Je lui ai dit comme ça, mais comme si j'avais 3 ans et demi. Et j'ai senti qu'en fait, mon enfance, elle était aussi là-bas, même si je ne l'avais pas vécue là-bas. Et j'ai senti que je quittais le Maroc pour longtemps parce que c'était trop fort pour moi, en fait. Charnel, presque. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, vous avez justement choisi un morceau, on fait toujours écouter le morceau préféré de notre invité, et donc c'est un morceau marocain. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel et pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Je sais que quand j'étais petite, ma grand-mère le chantait beaucoup. Après, quand on traduit les paroles, c'est chelou. Hein. Je ne sais pas si vous... Non. C'est tourne le vieux. Non, c'est tourne petite fille, le vieux te regarde, quoi. C'est un peu une chanson chelou. Hein. J'ai su ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est Dorbea, Chebani, Dorbea. C'est ça. Donc, c'est des chansons de mariage. Et ouais, c'est des chansons, mais elle est vraiment tout le temps là, cette chanson. Je connais que le début. Après, je me gourre dans les paroles. Je fais une espèce de yaourt rebeu très bizarre. Mais je sais pas, c'est la chanson qui m'est venue quand vous m'avez demandé ça. On va la mettre. تخدم عليك وعليها دور بيها يا شيباني دور بيها تخدم عليك وعليها هنا وليه هنا خير من هيه على العقبة والنار شعلة فيه سرجوني عودي وعطولو الجاموس باش يركب فيه خونا العروس دور بيها يا شيباني دور بيها تخدم عليك وعليها دور بيها يا شيباني دور بيها تخدم عليك وعليها هنا وليه هنا خير من لهيه
وجدوا الحرير نشوفوا بعيني كيك شبيلة نقتلوها غير الكاس الحرمي وجاب خبارو يما ولا لا هو تاني عينك حماء لا لا هو تاني فمو خاتم لا لا هو تاني صدر الوحاء لا لا لونه قهوي لا لا هو تاني عليه كندوي ولا لا هو تاني يما وجدوا الحرير نشوفوا بعيني ديك شبيلة نقتلوها غير الكاس الحرامي ما يموتش وجاب خبارو في كل زين يما ولا لا هو عينو بحلاء لا لا هو تاني لونه قهوي لا لا هو تاني عليه كندوي لا لا هو تاني لا لا هو تاني لا لا هو تاني يما وجدوا الحرير شوفوا بعياني Quand même un peu envie de danser. Ça donne toujours envie de danser. C'est marrant, j'ai jamais compris moi pourquoi les Juifs et les Arabes c'était pas les mêmes, parce que en fait c'est les mêmes quoi pour moi dans ma tête, puisque là les séfarades c'est voilà c'est. Nous, on s'intéresse beaucoup à cette question. Est-ce qu'on est des juifs arabes ? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot ? Est-ce qu'on se sent d'une certaine manière arabe ? Moi, je me sens profondément aussi arabe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence, puisque justement, c'est une culture que j'ai pris à 12 ans au Maroc. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Et... tu vas à un mariage juif ou à un mariage musulman au Maroc, ça se ressemble beaucoup quand même, à peu de choses près. C'est la même façon de recevoir, les dîners, c'est un peu la même chose. Enfin, pour moi, cette guerre, c'est la guerre des autres, mais c'est pas la guerre des vrais gens, quoi. C'est justement ce dont on parle, en tout cas dans ce podcast, de montrer que cette image des frères ennemis, c'est une image presque coloniale, en fait, des Juifs et des Arabes au Maghreb. Ouais. Oui. Après Comme tu es belle, vous avez tourné Dalida. Est-ce que vous aviez envie de creuser encore cette identité orientale et féminine ? Alors pas du tout, parce que à la base, c'est pas moi qui ai choisi de faire Dalida, mais c'est presque Dalida qui m'a choisi pour faire son biopic quelque part. Bon, je vais pas m'étendre sur comment c'est arrivé tout ça, mais vous imaginez bien que c'est toujours un peu un hasard étrange quand on fait le biopic. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un film un peu comme sur ma mère, puisque c'était la même époque, c'est les mêmes... Enfin, moi, toute mon enfance a été bercée par Mariette Gilbert Carpentier, les plateaux télé, les trucs comme ça. Donc pour moi, je faisais un film sur ma mère. Et puis évidemment, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais un film sur moi aussi. Et puis sur la dépression. Et puis sur la difficulté d'être une femme, la difficulté de ne pas savoir où est la maison, quand on en a plusieurs au fond du cœur. Je me suis rendu compte que c'était un film à multifacettes, pas que disco. Et j'ai adoré faire ce film, en fait, parce que ça m'a réconciliée avec beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai tourné toute la partie égyptienne au Maroc. Et de pouvoir aller tourner au Maroc, j'ai senti qu'une boucle se bouclait pour moi, quoi, vraiment. On en revient aux origines de Comme tu es belle, parce que c'est ce qu'on disait en introduction, vous avez fait beaucoup d'autres films sur beaucoup d'autres thèmes, vous avez une vraie reconnaissance nationale et internationale, et pourtant ce film, dans le cœur des Juifs et des Séfarades, je crois qu'il est immortel. J'ai l'impression qu'en plus, de génération en génération, il se transmet, vous avez cet écho-là aussi. Oui, en fait, à la base, c'était vraiment pour parler de cet humour au féminin, quoi, parce que moi j'étais avec mes copines, on était mais alors qu'est-ce qui t'appelle et ça m'énervait que c'était reconnu que dans l'aspect un peu cliché pour moi de La vérité si je mens, et il y avait cette chose de vraiment ce qui me vient le plus, c'est cette image dont je parle assez souvent. En fait, on faisait des dîners de Shabbat et où les mecs prenaient la parole, tout l'espace de la parole, généralement pour parler du conflit israélo-palestinien, qui était quand même super chiant. Et t'avais les femmes en cuisine qui avaient passé 3 jours, parce que quand tu veux faire un beau Shabbat avec des kilos de poivrons, c'est des kilos, c'est des montagnes de poivrons. Pour les éplucher, tu te brûles les doigts. Il y avait des petites salades de petits artichauts. Pour les éplucher, tu te piques les doigts. Tu mets tes mains dans le four, tu te brûles. Tu passes des journées entières debout pour cuisiner. Et ces connards, ils parlaient de la guerre
au lieu de parler à quel point il y avait de l'amour dans toute cette nourriture. Et sans l'amour de la nourriture, vous n'êtes pas autour de la table. Peut-être que la religion, elle ne se transmet pas. Et peut-être qu'il n'y a plus de juifs aujourd'hui. Et j'avais tellement les nerfs de ça que je me suis dit, mais je veux leur rendre hommage à ces femmes qui cuisinent des tonnes de poulet à Kippour, des tonnes de poivrons. Et justement, le film est rythmé par les fêtes juives parce que, justement, Kippour, c'est le grand pardon. Et puis après, tu avais Hanouka, où c'est la fête des Lumières. Et puis après, tu as Pessah pour illustrer la liberté. Et j'aimais bien que tu vois, on fait thèse, antithèse, synthèse. C'était un peu la thèse, antithèse, synthèse à la juive. Et j'ai adoré faire ce film. Et j'ai adoré, en fait, je m'attendais à ce que ce soit un plus gros succès en salle et un moins gros succès dans le temps. Comme quoi on peut jamais prévoir. Comme quoi on peut pas prévoir. Et il y avait quelque chose à raconter sur les femmes, parce que finalement, les représentations qu'on a dans la pop culture, c'est toujours des hommes, même encore aujourd'hui. C'est le seul film quasiment. Est-ce que c'est une fierté ? Est-ce que, quand on connaît votre engagement, votre filmographie, etc., c'est très cohérent. Et finalement, il y avait quelque chose à dire sur les femmes de cette culture en dehors de la nourriture, j'imagine. En fait, j'en reviens pas que ce soit le seul. Mais non, parce que par exemple, il y a eu un film qui s'appelle Rose, qui a été fait par Aurélie Saada. Très beau film. Où je me suis beaucoup reconnue aussi. C'est vrai que moi, j'avais envie de faire un film de comédie. J'ai une passion pour la comédie. Je trouve que ce qu'il y a de plus juif chez les juifs, c'est l'humour. Et probablement l'amour aussi. Mais l'amour, ils sont trop pudiques. Donc c'est chiant. Ils n'arrivent pas à gérer le truc. Mais l'humour, en tout cas, c'est la manière d'aimer des juifs. Et moi, j'ai eu la chance de prendre ça, de mon père et de ma mère d'ailleurs, parce que les deux, quand ma mère est morte, j'ai dit, ma mère m'a donné beaucoup d'humour. C'était une manière de dire qu'elle m'avait pas donné beaucoup d'amour, mais que l'humour, c'est aussi de l'amour, quoi. Et c'est ma manière à moi de rendre hommage à cette culture sans laquelle peut-être je serais morte. Parce que morte de faim, et morte de faim affective, morte de manque de maison, morte de manque de regard, morte de manque de nourriture, morte de plein de choses. Et cette culture qui m'a tant nourrie, malgré elle, puisque vraiment on n'avait pas le droit à la parole à table, enfin vraiment j'étais entourée de connards quoi, qui étaient tout le temps en train de se disputer, de parler de sujets dont tout le monde se foutait. Et nous, en fait, dès qu'on ouvrait la bouche, mais c'était comme si on... Ah putain, t'es là, tu vois, comme si on leur faisait peur dans une pièce noire, quoi, tu vois, c'est presque. Et j'ai toujours trouvé ça hallucinant parce que je trouvais ça tellement plus intéressant de parler avec les femmes. Tu vois, quand on débarrasse dans la cuisine ou quoi, c'est là que ça se passe en fait, le vrai truc. Et d'ailleurs, on parle de la culture séfarade, mais toutes vos femmes, et dans tous vos films, elles sont très libres. Font de leurs désirs. Ouais. Leurs désirs sont vibrants et elles sont libres. Et d'ailleurs, comme Tu es belle, c'est une histoire de femmes qui se libèrent et qui sont libres au final. C'est pour ça que ça finit avec Pessah, parce que c'est passer de l'esclavage à la liberté. Et ça se fait pas sans problème. Je me rappelle, j'avais une copine qui m'a dit « Oh, ma copine, elle est allée voir ton film. » Après, direct, elle a demandé le divorce. J'ai fait « Waouh !» Mais en fait, c'est le film que j'ai fait, surtout moi, après mon enfermement dans mon mariage. J'avais besoin de parler de la force que ça prend aussi de vouloir être une femme libre. Et c'est vrai que Françoise Giroud dit pour les hommes, être célibataire, c'est être libre, et pour les femmes, c'est être seule. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça dans l'imagerie. C'est une femme seule, tu vois, alors que c'est un homme libre. Bon. Mais en fait, il y a la liberté. Après, la liberté, la vraie liberté, c'est de s'aimer soi-même, quoi. Le reste, c'est du bullshit. Être libre mais seul, c'est pas être libre. Être libre et pas s'aimer, c'est pas être libre, etc., quoi. Mais je pense que... Après, il y a des livres magnifiques comme le livre d'Annick de Souzenel sur les 10 plaies d'Égypte, qui m'a vraiment raconté ce que c'était que la liberté au sens juif dans les lettres hébraïques. C'est vraiment un livre magnifique à lire. Et tout Annick de Souzenel, en fait, elle étudie vraiment la vibration des lettres hébraïques. Et il y a dans ces lettres une liberté, puisqu'il n'y a pas de voyelles. Donc il y a la liberté d'interpréter, il y a toute cette liberté-là aussi. Je pense que, bizarrement, le peuple juif est à la fois un peuple très libre, un peuple qui a été mis et qui se met parfois aussi beaucoup en ghetto. Et donc c'est assez bizarre ce rapport à la liberté chez les juifs.
C'est pour ça que j'adore Pessard, moi. Et qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants de toute cette culture, de toute votre histoire qui est difficile, vous l'avez dit vous-même Alors là, peut-être que j'ai un peu merdé parce que justement, j'ai du mal, moi, à imposer les choses aux autres et mes enfants compris. Et comme je ne suis pas officiellement juive, puisque ma mère n'est pas juive, donc je ne suis pas reconnue. Si je voulais me marier avec un juif, ce serait une tannée, là. Donc je ne suis pas officiellement juive. Et je ne me sens pas non plus officiellement catholique. Donc mes enfants ne sont ni circoncis ni baptisés. Ils sont donc hors religion. Et je me suis toujours dit, s'ils veulent une religion, ils la choisiront, quoi. Et j'ai pas voulu circoncire mon fils parce que mon mari était pas juif. À l'époque, c'était surtout pour cette raison-là. Mais c'est aussi parce que je considérais que c'était une mutilation inutile et que si on veut s'allier à Dieu, il y a peut-être d'autres manières de le faire, en tout cas au XXIe siècle. Et j'ai pas bien transmis. Ce qu'on a transmis, c'est qu'on a fait toutes les fêtes juives ensemble. Malheureusement, je dois avouer qu'à la mort de mon père, bizarrement, j'ai plus jamais été invitée par ma famille à aucune fête, quoi. C'est très étrange. D'accord, ça a été comme une fin de... Ça a été vraiment la fin de ça. Ah oui. Ouais. Et vous n'avez pas voulu refaire d'une autre façon ? Alors moi, maintenant, je fais des shabbats moi-même. Là où j'habite aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il n'y a même pas de question. C'est-à-dire que tous les vendredis, chez mon boucher, y a de la challah que j'achète. Bien que je sois gluten-free et que je ne mange pas de pain, mais bon. La challah, c'est pas du pain. La challah, c'est pas du pain, voilà. J'ai mon ami que j'adore aux États-Unis qui est juif du Maroc aussi. On a à peu près le même âge et on est de la même génération et son père connaissait mon père et on s'est retrouvés là-bas. Et en fait, c'est ma nouvelle famille là-bas, c'est les juifs de là-bas, quoi. Mais mes enfants, du coup, comme ils sont restés en France, ils sont, c'est vrai, pas hyper proches de leurs cousins du même âge et tout ça. En fait, ça s'est un peu arrêté pour eux et ça les a rendus extrêmement tristes. Et j'ai pas réussi à transmettre puisque moi j'ai pas appris. En fait, ils sont sans religion et je pense que en ce sens, ils représentent bien le XXIe siècle. Et en même temps, ils ont été hyper attristés, par exemple, Kippour dernier, d'être invités nulle part, que personne leur dise « est-ce que tu veux venir à la maison ce soir ?» etc. Et ça leur manque, quoi. Donc ils ont un désir quand même. Ils ont un désir. Ils ont un désir. Là, cet été, on s'est mis à faire une dafina alors qu'il faisait 6000 degrés dehors. Voilà, ils ont un désir, ils ont cette culture, ils ont été élevés là-dedans. Ils se sentent un peu juifs, mais pas complètement juifs. Vous, le fait d'être à Los Angeles, vous l'avez évoqué. Déjà, le fait de partir, moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est quand même quelque chose de très juif, du juif errant, de la juive errante ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression de reproduire en faisant ce départ ? Ouais, et d'ailleurs, c'est hyper gai et c'est hyper douloureux, parce que je pense que ça vibre sur, justement, aujourd'hui, souvent, je me dis, je sais plus où j'habite. Je sais plus... j'ai tellement voulu la liberté qu'aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de retourner dans un centre. Ce centre, on le connaît, c'est le cœur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre centre, il n'y a pas d'autre religion. La religion, c'est l'amour. Le reste, c'est des conneries. Pour moi, vraiment, c'est ça. Tout le reste, c'est des dogmes qui sont souvent pas très bien updatés. La seule, je trouve, qui parle très bien de tout ça, c'est Delphine Orviller. Mais à part elle, franchement, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me fascine dans ce que j'entendais chez les rabbins et tout. J'ai jamais rencontré un rabbin incroyable, à part... Mais voilà, moi je demande pas mieux parce que seule la religion m'intéresse sur la Terre, à parler de ça, à comprendre en fait, justement, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, pour pouvoir vivre ce qu'il y a pendant de la meilleure manière possible. Et voilà, pour moi, Dieu est... Et j'aime aussi beaucoup dans la religion catholique Notre Père. En fait, j'ai percuté cette année que, en écoutant Denis Marquet, que c'est pas mon père fait que je vais bien, nanana, c'est notre Père à tous, quoi. Et tout à coup, je me suis sentie extrêmement unie par ce notre. Et il y a ça aussi dans la religion juive, mais il y a aussi beaucoup de choses qui excluent les femmes. Pour moi, c'est compliqué. Il y a jamais un rabbin qui m'a serré la main.
Enfin bon, moi j'étais du côté des rabbins hyper relous qui considéraient pas les femmes, qui veulent pas leur serrer la main, qui veulent pas les regarder dans les yeux et tout ça. Et du coup, je me suis toujours sentie très rejetée par ça. Mais en Californie, justement, il doit y avoir Alors d'autres choses. c'est ça qui est kiffant, c'est que là-bas, la religion, elle est cool. Les gens, ils sont juifs parce que c'est sympa. Et c'est toujours sympa. Et je suis toujours invitée à des tonnes de Shabbat. On ne demande même pas si t'es juive. Pour eux, je suis largement assez juive. En tout cas, je suis beaucoup plus juive qu'eux, d'ailleurs. Et ça me va parce que, en fait... Mais ici, c'est vachement codifié, quoi. Très rigide. C'est très rigide. Et malheureusement, je pense que cette rigidité fait pas du bien ni à la communauté, ni aux gens, ni à rien, en fait. Bon, nous, on a l'impression qu'il y a un renouvellement, on essaye d'y participer, il y a une jeune génération qui essaye de réinventer, notamment les femmes aussi, qui essayent de trouver leur place là-dedans, parce que ce que vous avez dit, je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Donc on est optimiste, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Mais oui, bien sûr, en France, on part de loin quand même. Mais vous l'avez dit, vous allez retravailler sur le judaïsme. Alors racontez-nous un peu. En fait, ça s'est fait complètement par hasard. Mais justement, c'est par rapport à la circoncision, qui est vraiment un sujet compliqué, puisque maintenant, on met plus de fourrure et on mange plus de viande parce que c'est cruel. Je me dis, c'est bizarre quand même que pour l'instant, la circoncision soit passée entre les gouttes, quoi, de la cruauté. Quand même, on peut se poser la question. Et il y a un énorme mouvement aux États-Unis où, justement, sur le consentement, les hommes qui disent « Moi, j'ai pas consenti à ce qu'on me fasse ça ». Et quand on parle de consentement, ça soulève un truc avec la circoncision qui est compliqué. Parce qu'on s'autorise à faire un geste pour quelqu'un qui n'y consent pas et qui est un geste qui va changer beaucoup de choses. Et on s'est toujours dit, bah oui, il est petit, c'est comme percer les oreilles, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas tout ça. C'est pas vrai. Il y a plus de 16 500 neuroconnexions dans le prépuce. Et c'est un véritable trauma pour l'enfant. Donc, est-ce que moi, je choisis de traumatiser mon enfant comme ça parce que c'est écrit dans la Bible, qui a été écrite il y a je ne sais pas combien de temps. Donc, j'ai commencé à mener un peu l'enquête là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Moïse avait arrêté la circoncision quand ils ont traversé le désert, parce qu'il savait que c'était pas forcément super. Et que c'est le patriarche d'après, en fait, ou quelques centaines d'années après, qui l'a rendue encore plus grande. Avant, c'était peut-être juste un petit truc, tu vois. Et après, c'est devenu, on coupe tout le prépuce, quoi. Mais voilà. Et même Moïse a arrêté ça. Je me dis, c'est fou quand même. Et souvent, on me dit, bah oui, il faut que les garçons aient la même bite que leur père. Et je me dis, mais il va pas avoir les mêmes mains, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Pourquoi ça se focalise là ? Qu'est-ce qui, dans le masculin, a tellement besoin que les bites se ressemblent, alors qu'en vrai, elles ne se ressemblent pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on a ça dans la tête, qu'on trouve ça normal ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, j'ai voulu réfléchir à tout ça, parce que en ce moment, je pense qu'il faut se poser des questions sur le masculin. Les femmes, on a tout dit. Voilà, maintenant, c'est à nous de faire notre place. Et notre place, en vérité, il faut la faire à l'intérieur. Voilà, il faut arrêter de se sentir imposteur. Il faut arrêter de se sentir pas libre. Il faut arrêter de se sentir esclave. Et puis, il faut trouver vraiment qu'est-ce que c'est qu'être femme. Et peu de femmes ont cette réponse, en fait, parce que c'est tellement... voilà, surtout en France, on est la femme de quelqu'un et on est aussi une femme, tu vois. Aux États-Unis, tu as woman et wife. Mais ici, c'est le même mot, quoi. Donc, bon. Bref. Mais c'est important, je trouve, aujourd'hui, de parler du masculin parce que, en fait, nous, on s'est posé toutes les questions puisque vu qu'on n'avait pas de place, pas de la parole, pas rien, pas de compte en banque, pas le droit d'avorter, pas le droit de... Enfin, on avait le droit de rien. De ce droit de rien sont nées toutes les questions et tous les questionnements. Les réponses sont pas forcément les bonnes, sont pas forcément... On est peut-être au milieu du gué, tu vois ce que je veux dire, mais on a traversé. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont eu à traverser pour l'instant ? C'est parce que nous, aujourd'hui, on bouge et qu'on dit « Ah, on n'est pas contente, nanana », que disent « Mais qu'est-ce qu'elles ont ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais on est là pour elles bossent pas, c'est elles qui veulent bosser. Moi, si elle veut pas bosser, il n'y a pas de problème, je suis là pour... bon. Et du coup, on se retrouve dans des trucs tout bizarres. Et eux, ils se sont pas posé la question, qu'est-ce que je fous là ? Et c'est quoi mon rôle d'homme ? Et c'est quoi être un homme digne d'une femme ? Parce que pour eux, c'est, tu vois, on est là pour eux, quoi. Souvent, en tout cas, surtout dans la culture séfarade. Alors, il y a moins ça aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les gens, ils se touchent plus, ils se parlent plus, ils se regardent plus, ils s'aiment plus. Enfin bon, c'est horrible, quoi. Et donc maintenant, tout est sur le trans. Mais avant de
quoi que ce soit, il faudrait quand même qu'il y ait une rencontre homme-femme. Donc le prochain film, si on comprend, ce sera un film sur les hommes ? C'est un film sur la circoncision, réellement. C'est un futur père qui dit à son père, donc, j'ai décidé de ne pas circoncire mon fils. Waouh. À un dîner familial, imagine, c'est quelque part entre Festan et le prénom, quoi. Ça se passe pas hyper bien, tu peux bien t'en douter, et chacun a raison, en fait. Moi, je veux pas dire c'est mal ou c'est bien de circoncire, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est à une époque où on se pose les problèmes de consentement, de cruauté, etc., on en est où à ce niveau-là ? Et c'était surtout pour l'Amérique, parce qu'en Amérique, ils circoncisent même les non-juifs. Oui. En fait, pour les juifs et les musulmans, quelque part, c'est marqué dans le bouquin. Bon, vas-y, quoi, tu vois, si t'as pas envie de sortir. Mais il y a un gros mouvement chez les juifs aujourd'hui, aux États-Unis et aussi en France, qui commence à remettre ça en cause, parce que maintenant, ce qu'on sait, ce que ça fait au cerveau, les neuroconnexions, le trauma à l'endroit où tu vas faire l'amour. C'est quand même un sujet, ça, quand même. Ça dit quelque chose, ouais. Ouais, ça dit quelque chose qui n'est pas neutre. Et moi, je veux juste dire, c'est pas neutre. Voilà. Très bien. Bon, on a hâte. On a hâte, exactement. Et merci infiniment d'être venu nous voir lors d'un court passage à Paris, puisque vous repartez demain. Ça donne envie de revoir vos films. En attendant de découvrir le prochain, est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait ou la bande-annonce de Comme tu es belle pour nous donner envie de Allez, le un petit revoir. kiff, un petit kiff. Lui alors, il peut me prendre comme ça par les cheveux, il peut me traîner sur le sol, you grande. Il me fait l'amour sans même me demander mon prénom. Il me jette après. Je fais le plus grand kiff de l'histoire des kiffs. Mais quelle journée de merde! C'est le chauffeur de papa qui va t'emmener, hein, et c'est comme ça, c'est décidé. Voilà, je t'embrasse, là je suis débordée. Tu vas pas laisser un mec se mettre en train... Un mec, c'est mon mari. T'as tout là. Qu'est-ce qu'il y a qui te manque? Rien, elle est rentrée chez elle, elle a dit non. Mais c'est pas possible, quoi. Hein. Je vais pas aller dîner avec un mec que je connais pas, alors qu'eux, ils traitent comme une boniche pendant qu'ils matent leur foot. Hey! Mais vous étiez aussi beau tout à l'heure? Absolument pas. Il fait pétasse mon t-shirt. Non? Mais les pieds, grave. Paul Blamberg, Isabelle Azoulay, my wife. Your wife? Ouais. Non, ex-wife. Qu'est-ce qu'il fait là? S'il décontracte, like chez vous. Oh là là! Comment tu veux que je trouve un mari en regardant des DVD avec toi toute la journée? Mardi 4, ça te va? Je regarde. Ah, le 4, ça va être un peu compliqué là. Tu sais quoi? Je veux plus jamais que tu parles comme ça de ma vie. 40 ans de France pour que ma fille, elle épouse sa bonne. Mais c'est juste pour les papiers, c'est pas un mariage d'amour, merde! T'es sérieuse? Mais oui, je suis très sérieuse. Je savais pas que j'étais malheureuse avant. Ah non mais là, attends, mais ça c'est le grand problème du bonheur. Un jour, ton fils, il va devenir pédé. Marc le tien aussi. Je vous promets, c'est ma voiture. Merci Lisa, Angelo, à bientôt. Merci. La vérité si je m'en plus est un podcast produit par Milim, de Elisa Azoguiberlac et Myriam Levin, musique du générique Sarah Pérez, alias Charou.